téléspectateurs et bienvenue au débat d'Israël. Aujourd'hui, donc, le 6 décembre 2018, s'est ouvert à Nouakchott la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds IG5 Sahel. Journée très importante précédée par une autre journée consacrée, celle-ci, à la jeunesse. Ce soir avec moi, M. Mohamed El Kebirba, représentant délégué de l'Institut Thémis pour l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue, monsieur. Alors, vous allez nous dire deux mots de cet institut qui intervient en Afrique de l'Ouest et également en Mauritanie. Je reçois également M. Mohamed Diop, rédacteur en chef de la page française du site alakhbar.info, également reporter au Sahel et notamment au Mali. Bonjour. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Cette conférence à Nouakchott marque le vrai départ du financement des 40 projets qui ont été arrêtés. Elle vient après la conférence de février dernier à Bruxelles, qui s'est soldée par 414 millions d'euros. 414 millions d'euros. Ce sera une conférence de plus avec un chiffre en plus, ou bien on peut déjà tirer un bilan de la conférence de Bruxelles et dire que cette conférence-là s'inscrit sous de meilleurs auspices. C'est tout ce qu'il faut espérer. Espérons que les gens joignent l'acte à la parole. Ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est que nous avons eu des promesses de financement. Pour le moment, sur ces 414 millions d'euros, seules deux entités ont financé réellement, que sont l'Union européenne à hauteur de 2 fois 50 millions et la France. L'Union européenne, justement, elle a doublé. Elle a doublé 2 fois 50 millions. Au début, ont été promis 50 millions d'euros. Mais ce qui fait de l'Union européenne le premier donateur. Le premier donateur. Tout à fait. Okay. Et donc, d'autres donateurs viendront dans le cadre de cette alliance d'Israël qui a été créée notamment à l'initiative de l'Allemagne. Dans le cadre de cette alliance du Sahel, mais rappelons aussi qu'il y a un volet bilatéral qui alourdit un peu le système et qui empêche qu'on ne trouve les effets escomptés. Parce que c'est du bilatéral, avec ce qu'on sait comme restriction. Ces pays qui prêtent cet argent récupèrent une partie, quelquefois ça va jusqu'à un tiers du montant prêté. Donc est-ce qu'il y a sous forme de les consultants qu'ils embauchent et qu'ils envoient sur les pays, leur per diem, leur hôtel qu'on paye, leur billet d'avion, vous voyez un peu, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est, je pense, le premier problème qu'il faut régler pour pouvoir disposer de ces montants à, disons, à 95%, 90%. Mais de là, de laisser sur le tapis un tiers, c'est quand même... C'est donc un peu une course à l'échalote. Tout à fait. C'est lui qui est là, je te finance, mais tu finances mon déplacement. On peut l'appeler comme ça. C'est incroyable. Et donc, mis à part l'Union européenne dans cette alliance, il y a aussi l'ONU à travers le PNUD, il y a la BAD. Il y a la BAD. Tout ça, c'est encore des promesses. Ce ne sont que des promesses. Comme j'ai dit tantôt, seule l'Union européenne et la France ont débloqué les montants promis, qui sont allés dans la fourniture d'équipements. Il y a aussi des observateurs. Il y a des observateurs. La Suède, les Pays-Bas, absolument. Ça, c'est des observateurs, mais pas dedans. Non. Donc, ça va juste alourdir la facture. Il faut se battre pour que ça ne l'alourdisse pas. D'accord. Mohamed, monsieur Mohamed, bienvenue. Je voulais surtout m'adresser à vous en tant que reporter au Sahel. Racontez-nous un peu votre expérience dans le Nord du Mali. Écoutez, mon expérience dans le Nord du Mali, c'est peut-être un peu similaire aux expériences de tous les autres journalistes. Et je commence par un défi, parce que c'est très difficile d'être un journaliste sur un terrain de guerre, déjà. Parce que se déplacer, c'est un problème. Alors les journalistes ont tendance à se regrouper et puis faire un seul convoi et se déplacer avec les convois des armées. Mutualiser un peu vos efforts. Voilà, un tout petit peu. Et puis c'est un peu parfois risqué. Moi je me rappelle, on devait aller avec l'armée malienne quelque part vers Tombouctou, mais comme l'armée partait à Gao, nous on est finalement sortis du convoi. Mais ce qui est étrange, c'est que ces mêmes convois, finalement, il y a 2 véhicules qui ont sauté sur une mine. Donc ça, c'est un risque. 2 véhicules du convoi. 2 véhicules, ouais. Les déminages, ça fait partie du volet résilience. Tout à fait. D'accord. Et donc, évidemment, il y a des morts. Bien sûr. Alors que, bon, je ne peux pas dire heureusement parce qu'il y a des morts. De toute façon, c'est des pertes humaines. Mais en ce qui concerne les journalistes, là, ils étaient épargnés ce jour-là, en tout cas. Ouais. On va parler sincèrement. Votre agence fait partie des grandes agences mauritaniennes, l'ANI, Agence Nouakchott d'information, Sahara Media et Al-Akhbar. Ces 3 agences d'information, à un moment donné, elles ont concentré l'ensemble des communiqués de presse des groupes djihadistes. Ils ont été repris dans le monde entier.
ce qui a engendré des accusations d'accointance avec l'ennemi. Je pèse vraiment mes mots. Vous avez un mot là à dire là-dessus? Ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Mais si nous publions une information et que cette information est reprise par d'autres, cela veut dire quoi? C'est de l'information. Et je pense que nous sommes des journalistes, les autres aussi qui nous reprennent sont des journalistes. S'il y a dedans de la propagande, je ne pense pas qu'il allait reprendre ça. Sinon, il contribue à la même, excusez-moi du terme, à la même bêtise. Et donc nous avons, et puis c'est la primauté de l'information, mais ça ne nous empêche pas de faire un tri entre ce qu'on appelle information et propagande. Et aujourd'hui, je l'avoue, c'est très difficile pour les médias de faire la distinction. Mais il faut continuer, c'est un travail qu'il faut continuer à faire. Monsieur Diop, on va être totalement honnête. Lorsqu'il y a une prise d'otage à une menace et que le preneur d'otage à une menace appelle directement votre agence, lorsque le téléphone sonne dans vos bureaux et que vous décrochez le téléphone, vous avez un preneur d'otage à l'autre bout du fil. Il y a un débit de complicité avec ces gens-là. Si Reuters ou CNN vous reprend, ils deviennent également complices, mais ils tombent aussi sur vous à un raccourci parce qu'ils sont un peu jaloux de votre réussite. Mais en même temps, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main cette amitié entre guillemets qui s'est nouée entre certains membres de votre agence et certains animateurs des groupes terroristes. Moi, ce n'est pas une question de balayer ou par exemple de rejeter des accusations autres. C'est-à-dire que, comme je venais de le dire, quand il y a de l'information, on ne peut pas dire qu'il y a une prise d'otage quelque part et que les journalistes n'en parlent pas. Déjà, ça c'est un principe. Il faut qu'ils en parlent. Mais ici, l'important c'est quoi? C'est quelle façon de parler de cela. Parce que aussi, qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu sauter. S'il y a des prises d'otages, ces otages ont besoin parfois de parler à leur famille, de passer un message qui peut parfois aboutir à leur libération. Donc il y a un côté humanitaire qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Mais c'est difficile de manière générale, mais quand il y a une information, on traite. Maintenant, l'essentiel, c'est la façon de traiter cette information. Monsieur Ba, votre institut, Témis, est présent en RD Congo, en Côte d'Ivoire et ici en Mauritanie, pour le moment. Il est aussi impliqué dans la future école de paix et de sécurité qui sera créée ici dans le sous-financement G5 Sahel en Mauritanie. Témis, d'abord, c'est un institut, pas une agence. Non, c'est un institut de formation. Parlez-nous-en de cet institut. Je veux juste que les téléspectateurs fassent le distinguo entre cet institut-là et l'ensemble des agences qui viennent souvent dans des pays divers. On a un exemple, par exemple, des agences qui ont accompagné l'arrivée des Américains en Irak. D'accord. C'est pas dans ce cadre. On ne se situe pas du tout dans ce cadre-là. Nous travaillons de concert avec les États dans lesquels nous sommes présents. C'est un partenariat. Il y a une expression de besoin. Nous avons une expertise parce que Témis, je vais en parler un tout petit peu et assez vite, est aujourd'hui présidé par Camirou. Mais Camirou coiffe des généraux. C'est un civil qui coiffe des généraux. D'abord, le directeur général. Le directeur général de Témis, c'est un général, Gilles Roubi. Oui. Pierre de Jonc est le vice-président en charge du développement international. Et nos experts, ancien colonel, ancien aide de camp de deux chefs d'État français, Mitterrand et Chirac. Et nous avons des experts sécurité qui sont pratiquement tous des généraux. Nous avons un général qui s'occupe de Témis en RD Congo, c'est le directeur académique du CHES, le collège des hautes études de stratégie et de défense. Et vous avez parlé de la RD Congo, c'est vraiment là que nous avons vraiment bien travaillé, parce que nous avons un centre d'excellence qui a été reconnu par la CEAC, et aujourd'hui nous aspirons à faire la même chose sur l'Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui un théâtre. Donc l'école qui aura lieu ici, il y a également une académie au Mali, nous ne sommes pas encore impliqués au Mali. Pour l'école qui est à Nouakchott, c'est très récent. Nous avons, avec nos amis de Civipol, nous sommes allés ensemble sur cet appel d'offres et nous avons gagné. On est parti en groupement. Et sur ces 2 années qui viennent, nous allons travailler avec le collège, l'académie de Donc, ce qui ouvre la possibilité d'une représentation permanente à Nouakchott. On en discute, d'autant que c'est assez prenant. Nous formons des unités de police avec 5 gros corps, donc la gendarmerie, la garde, le GGSR, la police et les forces sanitaires, enfin les services de santé. Donc je pense qu'à terme, on s'installera en Mauritanie, ça sera beaucoup plus pratique et notre action sera plus efficace.
40 projets donc, pour ce montant global qui est de 2 milliards, très exactement 1 milliard 996 000. Il y a 250 ou 249 millions qui ont déjà été acquis ou versés. Le reste, on parle de 13% de ce montant-là qui sera pris en charge par les pays eux-mêmes. C'est vraiment un changement total de paradigme parce que auparavant, les financements venaient de l'Occident et les tiers-monde donnaient les zones. Maintenant, on dirait que ça se mélange parce qu'il y a des zones de l'Occident, des zones des pays membres et l'argent aussi vient de partout. Quel que soit le problème que l'on observe sur les théâtres, je pense qu'il y a cette fierté nationale qui est importante. Aujourd'hui, tiers-mondiste, il faut qu'on change un peu la donne. C'est tendre la main régulièrement, il en va de notre crédibilité. Je pense que pour donner l'exemple, c'est à nos pays de faire ce qu'il faut. C'est à nos pays de cotiser, de financer. Je pense qu'on est plus crédible en faisant ça, parce qu'in fine, ce qui demeure reste pour le pays. Quand nous formons 6 unités de police pour du maintien de la paix, c'est le drapeau mauritanien que nous voyons flotter en Centrafrique ou bien en Côte d'Ivoire. Donc la fierté, ça compte énormément. Et après, comme je disais, il y a un problème de crédibilité. Soyons crédibles. Donc ça justifie l'engagement financier des pays membres du G5. Absolument. Monsieur Diop, dans quelle manière la presse locale peut s'insérer dans ce projet-là? Quel regard portez-vous sur ce projet-là et de quelle manière pouvez-vous l'accompagner? Et indépendamment de ça aussi, comment espérez-vous que le G5 vous accompagne, vous, dans votre mutation, à travers le contenu que vous allez produire, à travers l'envoi de reporters que vous faites actuellement, mais dont ils seront susceptibles de vous accompagner? D'abord, El Kébir a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut apprécier par exemple un drapeau mauritanien qui flotte quelque part, donc ça c'est intéressant, et moi je vais élargir d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on parle des pays africains qui veulent, même s'il y a des manquements, qui veulent vraiment prendre les choses de leur propre main. Et je vais juste, avant de revenir à votre question, rappeler que le prince héritier d'Arabie Saoudite était là, et l'Arabie Saoudite avait promis de donner 100 millions de dollars, si je me trompe bien. Je ne sais pas, est-ce que les autorités mauritaniennes ont rappelé cette question? C'était vraiment, cette promesse, c'était vraiment le moment. Et voilà, pour le rappeler ça, parce que élargir la palette, c'est très intéressant. Oui, la presse accompagne, depuis l'annonce du G5 Sahel jusqu'à la création de cette force, la presse accompagne, mais également, surtout quand il y a eu l'annonce de cette force conjointe. Mais ce qui est un peu dommage parfois, et on en a discuté il y a un récent séminaire, c'est que cette collaboration qui devait être entre la presse et les autorités, ça manque un petit peu. Donc il faut que les autorités puissent s'ouvrir davantage. C'est vrai, il y aura toujours des secrets défense et beaucoup de choses, et nous aussi journalistes, on comprend bien ça. Mais quand il y a une certaine ouverture qu'il peut y avoir. Et après tout, qu'on soit journaliste, chercheur ou autre, mais on est des citoyens du Sahel, c'est-à-dire si la renonce s'embrase, mais nous serons aussi parmi les victimes, les premières victimes. Voilà, parce que si on se rend sur le terrain, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc la presse accompagne, mais ça reste, il faut qu'il y ait plus de coordination avec les autorités et la presse. Les 2 milliards, c'est uniquement pour financer le PIP, donc le programme de l'investissement prioritaire. Voilà, prioritaire. La semaine dernière et la semaine d'avant, on a consacré 2 émissions aux flux migratoires. Et à votre place, il y avait des responsables et des observateurs qui nous ont dit que la plupart des jeunes sahéliens de nos jours, ils ont le choix entre l'exil ou la mort. Je vais juste extrapoler. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre l'exil, donc à travers la Méditerranée, ou les djihad. Pensez-vous que ce programme-là, le PIP, est-ce qu'il y a déjà un volet pour atténuer cet effet envie d'exode ou envie de djihad? Et pensez-vous que ça va atténuer ou pas ce phénomène? Absolument, moi je suis de ceux qui pensent que ce PIP pourrait être un frein pour empêcher nos jeunes sahéliens d'aller mourir en Méditerranée ou bien dans le désert. C'est un vaste programme, très très bien établi, qui fixe donc des axes où pourraient se retrouver ces jeunes. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une bonne jonction entre le G5 Sahel et les autres États. Parce que tant qu'on ne met pas au cœur de nos priorités, là je parle au nom des États,
les aspirations des peuples, je pense que PIP, ou vous l'appellerez ce que vous voudrez, ou vous mettrez le montant que vous voudrez, ça ne marchera pas. C'est l'axe de bonne gouvernance, on y reviendra. Tout à fait, Si bonne gouvernance. On va y développer tout à l'heure, mais pour l'instant, on va écouter Mme Linda Ferrac-Ferrand. Elle nous a accordé un entretien ce matin dans les locaux de son organisation. Écoutons-la et ensuite nous revenons. Alors, débattre de la sécurité au Sahel nécessite de rappeler avant toute chose que seule la menace est commune aux pays concernés. C'est une menace qui est aujourd'hui concentrée au centre du Mali et au niveau de la zone des 3 frontières, donc entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et ces pays de la sous-région ne sont pas uniformes, que ce soit d'un point de vue sécuritaire ou d'un point de vue socio-économique. Leur situation tactique est très différente. Il serait difficile dans ce contexte de vouloir appliquer une même solution sécuritaire qui leur soit globale. Pour autant, il est évident que de vouloir intégrer une démarche sous-régionale, commune, dans cette zone qui est particulièrement difficile, à travers un G5 Sahel, reste une idée parfaitement cohérente, une idée qui nécessite pour autant un appui, qu'il soit conceptuel ou bien financier. Alors, son approche conjointe au G5 entre sécurité et développement est en plus tout à fait prometteuse, car sur le plan stratégique ou bien macroéconomique, la sécurité prime sur le développement. Mais d'un point de vue tactique ou microéconomique, là, eh bien, c'est le développement qui prime sur la sécurité. Et là s'ajoute en plus une idée parfaitement fausse, qui voudrait qu'il faille la sécurité pour permettre à un pays de prospérer. Car on sait que beaucoup s'enrichissent des conflits, ne serait-ce qu'à travers les trafics. C'est d'ailleurs le cas dans le Nord Mali. Et au final, il faut les deux pour atteindre et pérenniser une situation stable. Alors, ce nexus entre sécurité et développement, qui est d'ailleurs devenu le slogan du G5 Sahel, c'est un axe qui a été adopté bien antérieurement par les autorités mauritaniennes et qui a notamment été mis en œuvre à travers un bien nommé projet d'appui à la sécurité et au développement qui est financé par le Fonds européen de développement. Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Nous continuons notre échange autour de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds qui s'est tenue aujourd'hui même à Nouakchott. On va donc aborder les fameux 4 axes. D'abord la défense et sécurité. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore un axe sécurité parce que je pensais que cette conférence sera l'occasion de parler vraiment de développement. C'est vrai qu'il y a une grande partie de développement, mais encore et toujours cette question de sécurité. Est-ce qu'à terme, le G5 Sahel, au lieu de marcher sur ces 2 pieds, sécurité et développement, ne va pas continuer à boiter? Pourquoi Écoutez, c'est 2 axes importants, et on en convient tous, c'est vraiment là qu'il y a du travail à faire. Dans ces 2, il faut sécuriser les pays pour pouvoir se développer. Je pense qu'elle en a bien parlé dans son petit reportage. Donc actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une zone sahélienne très compliquée à gérer, où l'ennemi est là, il prospère, il contrôle un territoire, des groupes armés non étatiques qui font vraiment ce qu'ils veulent. Ces divers groupes se retrouvent, mutualisent eux, en tout cas, leurs efforts. Donc c'est normal que ces 2 axes, en tout cas, prennent, et que ça prenne du temps pour que ça marche, et que ça prenne beaucoup de moyens. Mais M. Diop, vous étiez là-bas. M. Ba a dit qu'il prospère. On peut aller plus loin. Il prospère grâce au trafic. Trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic de cigarettes. Donc il prospère. Il prospère aussi grâce aux alliances ethniques. Vous avez constaté ça sur place? Oui, mais bien sûr, ça c'était la tactique, la stratégie utilisée par les djihadistes. Parce que quand ils sont venus d'abord, ils ont vraiment fait beaucoup d'argent avec les rançons. Après, cet argent a servi d'acheter la conscience des populations. Plus maintenant les liens sociaux, mariages et autres. Vous voyez donc, et c'était dans une zone où il y a presque un tout petit peu l'absence de l'État. Donc les populations attendaient une sorte de messie. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe avec... c'est vrai que les interventions n'ont pas encore donné le fruit qu'on attendait, mais il y a un positif qu'on peut tirer de ça. Parce que les djihadistes ne sont plus, par exemple, stables quelque part. Donc, ça manque ce lien avec les populations. Et si on en ajoute la stratégie du G5, qui débute d'abord par la sécurisation des frontières, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, on aura épargné qu'il y ait des gens qui passent les frontières pour rejoindre ces groupes. Donc, ça va un peu diminuer le phénomène de recrutement. Donc, il y a ce phénomène de recrutement qui est réduit, et également le contact avec les populations. Et je voulais juste un peu ajouter rapidement, parce que nous, en tant que presse, on parle à la population qui sont les consommatrices de l'information. Donc, je reviens sur la nécessité d'impliquer la presse, parce que c'est la presse qui puisse faire passer le message aux populations. Dans ce combat idéologique, effectivement, voilà. vous avez un rôle à jouer. Ouais. Parce que vous relayez le Exactement. message, et donc vous intervenez en contradiction avec le message salafiste djihadiste. J'aimerais revenir avec vous sur cette question des alliances ethniques. Aujourd'hui, on remarque dans le Nord Mali notamment... Aujourd'hui, on remarque dans le Nord Mali notamment une restructuration de ces alliances-là. On a le Massina, par exemple, qui devient un peu la franchise Peul. On a Yad Agrali qui devient un peu le chef de file des Touaregs. Ça n'a rien à voir avec le message qu'ils sont censés véhiculer, le message de l'islam qui brasse les ethnies. Bien sûr, c'est très compliqué. Vous savez, c'est des luttes internes déjà, c'est des luttes intestines. Vous avez parlé du Massina, Amadou Koufa. Il combat un peu la féodalité de ses propres parentèles. C'est pareil aussi pour les Ifogas et les Imras. D'un côté, nous avons des populations qui cherchent un mieux-être, qui réclament à juste titre à l'État les services minimums de base. Et de l'autre côté, vous avez des membres de cette tribu, mais qui, eux, ont les moyens, qui sont intéressés que par deux choses. L'accumulation de ressources et le contrôle de territoire. Et ça, c'est un véritable problème. Eux, pour prospérer, ils ont de trouver ce qu'il faut. C'est des alliances, des mariages pour permettre au groupe de mieux grandir. Voilà. C'est très très complexe. Les gens, souvent, ils limitent ça à un problème qu'on pense sous-estimer, mais c'est très compliqué. Mais c'est lié un peu à la révolte des minorités, d'abord. Clairement. Mais il y a une très forte dose de manipulation. À travers la presse. Vous savez, voilà, on ne peut pas accuser la presse. À travers même les mouvements. Vous savez, quand vous avez... toute cette zone est gérée, c'est le système de tribus et de castes. Et on n'est pas encore prêt, on est très averse au changement. Toujours dans cet axe défense et sécurité, il est question de la création d'un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce. Ça, c'est plutôt du travail d'enseignement. Disons, c'est de la recherche stratégique. C'est peut-être des études prospectives, mais je ne pense pas que ce soit des renseignements. Comme il est dans le volet défense et sécurité, il y a quand même de poser la question. On revient maintenant à la bonne gouvernance. Le volet gouvernance intègre une stratégie pour la jeunesse sahélienne et pour les femmes, et également pour l'état de droit. C'est dans ce volet-là que vous dites que votre institut va intervenir, notamment pour la formation des policiers. Absolument. C'est dans ce volet que nous allons intervenir. Témis intervient dans ce volet-là parce que quand on voit que les pays francophones, aujourd'hui dans le cadre de la coopération militaire avec la France, comment est-ce que ça se passe? Et dépêcher en Mauritanie par exemple un capitaine qui vient plutôt pour chercher l'exotisme, il est tatoué, il veut chercher le soleil et tout. Alors que nous, comme j'ai dit, ce sont des généraux retraités, des colonels qui ont vécu, qui ont mené des hommes, qui ont assisté ou bien qui étaient sur le théâtre d'opération et qui viennent former les populations. Je pense que c'est différent de cette coopération militaire d'antan. Venons-en maintenant à la question sénégalaise. Au Sénégal, il y a un commandement militaire, ou en tout cas il y a une grande partie du contingent français, qui alimente en formation le contingent Barkhane. Comment se fait-il que le Sénégal continue à être maintenu en dehors du G5? Ça, c'est une question à laquelle je pense que je ne vais pas m'hasarder à répondre. Je vais juste dire qu'il y a un fonds européen qui alloue annuellement 42 millions d'euros à 6 pays. Donc il y a les 5 pays du G5 Sahel, plus le Sénégal. Donc, je pense qu'on ne peut pas vulgairement dire que le Sénégal ne fait pas partie de la zone. Je pense que je ne vous mènerai pas très loin. Je vais donc chercher secours auprès de mon confrère journaliste.
le Sénégal ne peut pas être maintenu en dehors de cette alliance de manière statutaire, d'autant que nos deux pays, je veux dire la Mauritanie et le Sénégal, sont liés par des relations qui vont au fin fond de l'histoire. Et en plus, notre avenir est commun, notamment à travers cette question du pétrole, notamment à travers le gazolique qui va du Nigeria jusqu'au Maroc et qui immanquablement passe par notre terre. Donc pourquoi on arrive à coopérer dans le terrain économique et pas dans le terrain sécuritaire? Moi, je pense qu'il faut un peu dissocier les choses. Voyez, vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé de coopération économique et autres, mais il faut savoir que dans le domaine du G5 Sahel, il n'y a pas de coopération. Mais dans le domaine du pétrole, du gaz, il y a une coopération. Peut-être aussi ce qui un peu intrigue les gens, c'est que dans cette sous-région, il y a des un peu que je peux appeler entre guillemets des puissances, comme le Maroc, l'Algérie et un peu le Sénégal. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne s'intègrent pas dans des groupes. Mais bon, c'est un peu difficile à répondre à cette question, parce qu'il faut un peu revenir sur pourquoi le G5 a été créé. Est-ce que les États ont voulu faire face à ceux qui sont menacés directement? On se demande, est-ce que le Sénégal, c'est vrai, participe dans l'effort de guerre contre le terrorisme au Mali, mais est-ce que le Sénégal est carrément touché? Parce qu'ici, on parle d'armées qui seront déployées sur le terrain. On parle également de sécurisation des frontières. Même si le Sénégal n'a pas besoin du G5 Sahel, la réciproque est vraie. Le nombre d'organismes présents à Dakar et qui ne sont pas présents ni à Nouakchott ni à Bamako est conséquent. Donc on ne peut pas négliger Dakar, ni sa place démographique, ni sa place stratégique. Donc, moi je ne pense pas qu'on peut parler de négligence. C'est vrai, c'était bien d'avoir un peu tout le monde dedans. Mais si nous prenons une des stratégies du G5 Sahel, qui est la sécurisation des frontières, est-ce que les Sénégalais ont besoin de ça? En tout cas pour le moment, est-ce qu'ils ont besoin de déployer des armées tout au long de leurs frontières? Je ne pense pas. Donc peut-être il y a un peu des stratégies qui changent, mais on peut intégrer le Sénégal et d'autres pays en termes de renseignement, par exemple. Ça, c'est très important, en termes d'échange et de recherche de coopération. Mais peut-être sur le terrain, là, ce serait un peu ajouter un peu de lourdeur. Le Premier ministre marocain est présent à Nouakchott pour participer aux travaux de cette conférence. Le secrétaire permanent du G5, M. Maman Samba Sidiko, a dit que le G5 a tout intérêt à s'inspirer de l'exemple marocain, notamment dans la lutte contre le terrorisme et aussi dans la lutte contre la désertification. Est-ce que ces décennies-là, est-ce qu'on voit ces décennies-là une tentative de cooptation de ces fameux sujets membres? Je pense qu'il veut juste préciser, comme vient de le dire mon cher ami, il veut juste préciser que ce n'est pas parce que ces pays ne sont pas dans le G5 qu'ils ne travaillent pas avec le G5 Sahel. Ils ne sont pas dans le G5, mais ils y sont. Ils sécurisent leurs frontières, ils renseignent énormément. Quand on voit ce qui s'est passé à Paris, je pense que c'est de notoriété publique que le Maroc a fourni les bons renseignements pour éviter le pire à Paris. Effectivement, donc c'est le renseignement marocain. Effectivement. On va prendre l'exemple du Niger. Pour contrer les groupes armés du Kako Gourma, les trois pays concernés, donc le Burkina, le Niger et le Mali, ont formé une alliance. Également pour contrer le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, ce qui correspond pour vous, je vais vous parler de langage que vous comprenez, au Fiso Est. Le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun ont formé une alliance. Il y a également les G5 Sahel. Donc on se retrouve avec un pays comme le Niger qui est membre de 3 groupements sous-régionaux, ce qui demande également un apport en hommes et en matériel. Est-ce qu'un pays comme la taille du Niger peut supporter un tel effort? Ça, il en va de là. C'est tout à fait la géopolitique. Le Niger est membre du G5 Sahel, mais le Niger, il se soucie énormément de ce continuum, de cette jonction que pourrait être faite qui est d'ailleurs en train de se faire, entre Boko Haram et les restes des groupes. Donc le Niger ne peut pas se dire je vais rester dans ce groupe qui est cet ensemble régional qui est le G5 Sahel et je laisse. Après, oui, ça demande énormément de moyens, c'est assez difficile, ils ont ce problème de formation. C'est compliqué. On va écouter la deuxième partie de l'intervention de Mme Linda Farag et ensuite on revient. Le
Le projet d'appui à la sécurité et au développement intervient d'ailleurs à Nbeket Laouache, cette ville nouvelle où a justement été installé le poste de commandement du Mouribat. Le Mouribat, c'est le bataillon mauritanien de la force du G5 Sahel. Alors cette idée que le développement amène la sécurité à long terme a été identifiée de longue date par les autorités mauritaniennes. Il a prévalu à la naissance du projet d'appui à la sécurité et au développement et correspond aussi à la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel. Concrètement, il s'agit de renforcer les capacités des forces armées et de sécurité et de fournir en parallèle les services de base aux populations dans les zones difficiles, et cela en impliquant dans cette perspective les forces armées et de sécurité. Car comparativement, il est bien admis que c'est l'absence de l'État qui est à l'origine de la crise malienne et de la tentative de sécession dans le nord du pays. Or, certaines zones frontalières restent vulnérables dans l'Est mauritanien. Elles restent vulnérables de par leur proximité avec le Mali et le risque d'influence que cela sous-entend. À Nbeket Laouache, la politique d'aménagement du territoire des autorités mauritaniennes a déjà mis fin aux trafics illégaux qui, nous le savons, alimentent le terrorisme. Pour ce qui est du projet d'appui à la sécurité et au développement, eh bien, pour citer quelques réalisations actuelles, on compte par exemple le déploiement d'un hôpital mobile de campagne dont la vocation est duale, d'où son intérêt. C'est-à-dire qu'il bénéficie, qu'il a été mis en place à la fois au profit des soldats, mais aussi de la population. Et il sera initialement installé à Nbeket Laouache et bénéficiera donc de prime abord au Mouribat, donc au G5. Ou encore la décision actée cette année même de mettre en place une académie mauritanienne de la paix et de la sécurité qui s'installera à Nouakchott. Les activités du projet d'appui à la sécurité et au développement en Mauritanie sont nombreuses. Certaines sont planifiées depuis longtemps, ce qui démontre une bonne intégration de cette stratégie par les acteurs concernés, mais surtout sa vocation à s'inscrire, tout comme ses bénéfices, sur le long terme. Alors, il existe d'autres approches complémentaires, d'autres financements qui viennent à la fois en appui mutuel et également en appui à la force conjointe du G5 Sahel. Alors on peut citer le projet d'appui au pastoralisme, RIMRAP. On peut également citer le projet prévention des conflits, dont la finalité est de prévenir le radicalisme religieux chez les plus jeunes. Mais plus globalement, l'Union européenne est aussi le premier contributeur de la force du G5. Pour revenir sur ces projets qui sont mis en œuvre avec succès en Mauritanie, ils constituent aussi une forme de laboratoire d'expérience, d'expérimentation, ayant vocation potentiellement à peut-être servir d'exemple pour les autres pays de la sous-région. La Mauritanie, des 5 pays du G5, reste tout de même le pays le plus stabilisé et le plus en sécurité. Merci encore à Mme Linda Ferrag pour son intervention. On voit donc que la sécurité du Sahel est une menace commune, mais que les situations divergent, son traitement diverge. On va revenir tout à l'heure sur l'approche multidimensionnelle, mais pour le moment, je reviens sur cette question du Niger parce que je ne vous ai pas donné l'occasion d'en parler. J'ai demandé à M. Ba, je lui ai demandé pourquoi ce pays-là, un seul pays, se retrouve impliqué dans 3 organismes sous-régionaux. Est-ce que ce n'est pas lourd pour un seul pays de porter ça? Moi, je pense que c'est un peu lourd. Parfois, les circonstances exigent, mais peut-être c'est un peu lourd, surtout si c'est la même formule qui est tout le temps sécurité et développement. Mais comme les frontières, c'est d'un côté et de l'autre côté, on est obligé un tout petit peu de se partager dans les deux sens. Mais moi, en fait, ils veulent juste s'inspirer de leur réussite dans les Liptako pour l'appliquer contre Boko Haram et après dans les... Exactement. Et le Niger, il y a quelque chose qu'on ne cite pas beaucoup. Le Niger a un tout petit peu une histoire très intéressante sur la lutte contre la rébellion Touareg et également contre les djihadistes récemment. Donc une analogie avec ce qui se passe en Normandie. Voilà, parce que après quand les Touaregs sont venus de la Libye, mais
c'était également pour le Niger et également pour le nord du Mali. Mais comme le Niger avait déjà commencé un travail très important en essayant un tout petit peu de, comment je vais dire... Juste pour situer les choses, vous parlez de la chute de Kadhafi et donc du départ des Touaregs de la Libye vers le Exactement. sud. Mais je voudrais revenir un peu en arrière pour parler des deux expériences, l'expérience nigérienne et l'expérience mauritanienne. Qu'est-ce que je veux dire dans ça? L'expérience nigérienne et l'expérience mauritanienne. Cette fois-ci. Pourquoi je veux dire ça? Pour dire qu'on peut, parmi ces pays du G5 Sahel, trouver des stratégies qui fonctionnent. On peut donc s'inspirer de la lutte que le Niger a fait contre la rébellion Touareg, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de cette rébellion, les gens sont intégrés et ils ont réussi à ce qu'il y ait, ces populations ne se concentrent plus dans une zone, comme ce qui se passe au nord du Mali. Notamment parce que le Niger a entrepris une politique de discrimination positive envers les Touaregs, le Premier ministre des Touaregs. Exactement. Et que les populations ne se regroupent plus dans une même zone. Et c'est ça le problème des Touaregs au Mali. Et si on en ajoute l'expérience mauritanienne, qui depuis 2009, il y avait des rapts, il y avait un peu, les djihadistes avaient commencé à attaquer la Mauritanie, mais aujourd'hui, si on compare la Mauritanie par rapport aux autres pays, il y a une certaine stabilité. Donc ce sont depuis 2011. Voilà, donc ce sont des expériences qui sont locales. Vous savez bien ce qu'on dit là-dessus. On parle de ce fameux accord secret lié au gouvernement mauritanien à Al-Qaïda et qui stipule que chacun laisse l'autre tranquille. Ce qui fait que je n'ai pas cité seulement la Mauritanie, j'ai cité la Mauritanie et le Niger pour dire que, pour défendre un tout petit peu ces stratégies qui s'inspirent du local. Un commentaire à faire là-dessus. Je pense qu'il faut aussi connaître le devoir de la Mauritanie. Je pense que la Mauritanie a fait quelque chose d'intéressant et dont on peut parler. La Mauritanie a mis en place une approche intégrée. Elle a sécurisé sa frontière avec le Mali, et croyez-moi, ce n'était pas facile. Et en même temps, elle a entrepris ce qu'on appelle un dialogue. Ce dialogue qui se faisait dans des prisons, où les mains sont venus à la rencontre de jeunes djihadistes, certains même condamnés, et je pense que cela a apporté ses fruits. Malheureusement, tout ce qu'on fait, les gens, on trouve toujours à dire, on va trouver il y a un accord secret, donc, comme vous avez dit, mais parlons aussi des choses positives, qui elles sont avérées. Les autres, les gens en parlent, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe. Mais vous savez que ce dialogue-là, si je peux l'ajouter, quand il y avait cette attaque un peu au centre émetteur, il y avait des problèmes. Un policier, un inspecteur a été tué comme ça. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une amélioration de l'approche. L'armée s'est un tout petit peu acquis plus d'expérience, avec bien sûr que la formation et tout. Donc, c'est-à-dire que, en tant qu'Africain, je ne suis pas défenseur des idées africanistes, non, juste aller dire les choses telles qu'elles sont. On peut s'inspirer de ces modèles qui sont locaux, et parmi ces modèles, c'est le G5. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas faire un bilan, c'est trop tôt. Mais aussi, on ne peut pas nier quelque chose qui germe au niveau local. Monsieur Ba, un commentaire sur l'évolution, notamment en termes de formation et d'équipement de l'armée mauritanienne depuis 2010-2011, période d'accalmie, et maintenant. Ça saute aux yeux. Je pense qu'en tant que Mauritanien, on voit ce qui s'est passé. On voit les progrès, on les voit. Lors de chaque fête nationale, il y a un défilé militaire qui ne ressemble pas à ce qui se faisait avant. Et le fait qu'il n'y ait non plus pas de problème sur le territoire mauritanien, ça aussi c'est un indicateur probant. La Mauritanie se porte bien. C'est vrai que nous avons un bon service de renseignement, je parle du renseignement mauritanien, on est très très prudent, c'est reconnu à l'échelle mondiale. Et je pense que des choses ont été accomplies. Juste, excusez-moi, voilà, sur ce point aussi, c'est-à-dire quand on parle de l'expérience d'un pays, mais il faut également comprendre que c'est une menace globale. Ça veut dire que l'expérience mauritanienne n'aura pas de sens si elle ne sert pas les autres pays. L'expérience du Niger n'aura pas de sens si ce n'est pas partagé. Donc c'est ça le rôle des renseignements, que ces pays doivent collaborer et chacun donne ce qui est intéressant venant de lui. Menace commune, menace globale, mais également approche multidimensionnelle. On a 5 pays
chacun a sa démographie. Au total, on est entre 75 et 80 millions d'habitants. Ici, en Mauritanie, 104. Les autres pays, grosso modo, entre 18 et 20 millions. Chaque pays, pourquoi on oblige cette vision de l'Occident qui veut que chaque pays porte la même part? La Mauritanie ne peut pas contribuer à la même hauteur qu'un pays avec une démographie différente et avec un PIB différent. Comment faire pour que la vision occidentale change? Je pense qu'on doit leur expliquer déjà, revenons sur la constitution du G5 Sahel. Ce projet a été porté, reconnaissons-le, par le président mauritanien. Je pense il faut le reconnaître, le président mauritanien, le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major des armées, ils ont joué le rôle qu'il fallait. Je vais joindre à ces... Absolument, Mohamed Razouani. Et on va ajouter à un bras qui est très important. Nous avions un ministre des Affaires étrangères, Ahmed Tagadi, qui a joué sa partition. Parce que ce n'était pas facile de discuter avec d'abord les Nations Unies et ensuite avec les pays voisins de ce rôle ou de ce projet porté par la Mauritanie. En 2014. Absolument. Et je pense que si les gens sont assez... Il faut que je trouve le bon mot parce que je parle de pays. Il faut reconnaître que la Mauritanie a porté ce projet. Je pense que quand on reconnaît cela, on ne peut pas demander que ça soit à part égale ou que tel pays... Le président mauritanien, justement, a fait remarquer lors de la fête de l'indépendance en Lima que la Mauritanie et les G5 Sahel, de manière générale, ont fait beaucoup plus avec moins de moyens. Je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, que les autres organisations. Je pense qu'il fait allusion à l'aménagement. Le budget de l'aménagement est infiniment plus grand. $1 milliard. Voilà, $1 milliard. Alors que les G5, on peine à arriver à 100 millions. Le président mauritanien s'est évertué à régler un cas qui n'est toujours pas réglé. Tant que nous ne plaçons pas le G5 Sahel sous chapitre 7 des Nations Unies, je pense que ce ne sera pas facile de réussir cette guerre. C'est les Maliens qui n'ont aucun intérêt à ce que le ministre parte? Je pense qu'on peut parler des Américains. Les Américains, je pense qu'on peut... Les Maliens, ça va, on se comprend. Les rapports sont excellents. Oui, non, mais je parle de ce géant américain qui ne... Vous savez mieux que moi les circonstances qui ont présidé au départ de l'idée d'Ako et à son remplacement par Hanan Moussidi. On a parlé de l'échec de la stratégie entreprise par le général malien et qui a conduit à l'explosion du camp de Sévaré. Vous connaissez tous ces détails mieux que moi. Pourquoi on ne donne pas les moyens de l'aménagement au G5 Sahel puisqu'il a prouvé qu'il est capable de réaliser de meilleurs résultats et un laps de temps? Je pense qu'on y arrivera. Ça discute et je pense qu'on y arrivera. On est en train en tout cas de leur sortir les éléments qu'il faut qu'ils comprennent que c'est la seule alternative. On y arrivera sans doute. Juste qu'il faut comprendre que les missions sont différentes. L'aménagement est une force de maintien de la paix. Le G5 est une force offensive. Comme Barkhane. Voilà. Donc ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est que les Américains, il faut les convaincre. Sur quoi? Quand il y a une mission, il y a des perspectives de retraite. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, les missions des Nations Unies, à chaque fois, c'est trop lourd parce qu'il n'y a pas de retraite. Ça continue, ça continue. Donc ça met beaucoup d'argent. Mais si les gens mettent des plannings clairs, bon, une guerre, on ne peut pas maîtriser ça. Mais on peut convaincre les Américains. Aujourd'hui, le G5 n'a pas un problème de mobilisation de fonds. Les fonds peuvent venir. Mais pour continuer, parce que c'est une guerre qui continue. C'est ça, en fait, le problème. Et l'autre chose, c'est qu'il y a certains pays qui sont réticents parce qu'ils se disent que le G5, c'est des pays qui défendent leurs propres frontières. C'est comme si nous, notre armée, on paye notre armée pour nous défendre. Alors que pour les casques bleus, ils sortent des frontières à partir ailleurs. Oui, donc mais pour contrer une menace qui peut exploser à Paris... Exactement, surtout que si on ne sécurise pas nos pays-là, on a vu ce qui se passe en Occident. Mais là, il faut convaincre les États. Exactement. Pour revenir aux Américains, excusez-moi, quand on voit qu'ils se désengagent déjà de certains traités ou qu'ils refusent de financer... par exemple en Palestine où il y avait un fonds des Nations Unies ou bien les traités de l'environnement, les traités de Paris. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui déjà part avec un a priori assez négatif. Assez négatif. Je tiens beaucoup, avant que l'émission se termine, à ce qu'on parle des infrastructures, parce que c'est un volet très important du PIP. Il est question de créer un chemin de fer qui relie les 5 capitales.
il est question de créer une compagnie aérienne commune au G5 Sahel, et il est question également de lancer ou de supprimer les frais d'itinérance entre les différents... Ça s'est fait déjà, ça. Les frais d'itinérance, je pense que ça s'est fait. Oui. Ça rentre dans le cadre de la couverture globale par les compagnies télécoms. On parle aussi, mais ça j'ai pas bien compris, de l'agriculture climato-intelligente. C'est une manière d'intelligent à cultiver selon la zone, et également du rôle des femmes leaders. Le G5 Sahel souhaite apparemment donner un rôle prépondérant aux femmes et aux jeunes. Je pense que toutes ces questions sont reprises dans ce livre dont je reparlerai. Pour ce qui est des points dont vous venez de parler, je pense qu'il faut aussi que nos dirigeants comprennent qu'il faut laisser le secteur privé faire son travail. Ça, c'est ce dont vous parlez là maintenant, compagnie. Mais ça, on ne peut pas le faire, parce que, imaginez, les compagnies de télécom, elles sont intéressées aux grandes agglomérations où ils peuvent engranger beaucoup de bénéfices. Il reste des zones blanches où il n'y a pas de couverture, et là, c'est l'État qui doit jouer son rôle. Autrement... L'État a aussi d'autres endroits où il doit jouer son rôle. Je pense que quand on parle de mettre au cœur de la priorité les aspirations des peuples, je pense que c'est déjà un bon chantier pour les États. En effet. Vous disiez que... Et je vais en profiter pour présenter ce livre qui a été édité par Thémis et sous la direction de Pierre de Jonc. Ce sont les actes d'un colloque que nous avons organisé à Paris le 12 décembre 2017 et qui reprend tous les axes de... Donc c'est G5 Sahel, une initiative régionale pour une nouvelle architecture de paix, et c'est publié chez l'Harmattan. Au terme de cette émission, je remercie beaucoup Mme Linda Ferrari, coopérante. Je remercie également présent sur ce plateau M. Mohamed Diop, rédacteur en chef de la page française du site alakhbar.info, également, on peut dire, reporter de guerre. Ça a été un plaisir. Je remercie très chaleureusement M. Mohamed El Kebir Ba, représentant délégué de l'Institut Thémis pour l'Afrique de l'Ouest, également grand spécialiste des questions de sécurité. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous qui nous regardez à cette heure tardive de la nuit. N'hésitez pas à aller plus loin sur la page Facebook de l'émission en tapant les débats du Sahel. Merci, bonne soirée.